Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première pour votre 19h à la une ce soir. À l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, le public est invité à découvrir des ouvrages longtemps oubliés et parmi eux, le Canal des Bassins à Lillette-Quinquina. Une association milite aujourd'hui pour sa réhabilitation. Il y a 82 ans, le général de Gaulle lançait son appel depuis Londres pour poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie. À l'occasion de cet anniversaire, des cérémonies se sont tenues un peu partout dans l'île et notamment du côté de Saint-Paul. Découvrir la filière agricole à l'occasion des Journées de l'agriculture, ça se passe tout ce week-end et à l'occasion des visites d'exploitation pays sont proposées au public, comme du côté de la Plaine des Grègues chez France-Mé le Breton. Gravir les 8848 mètres de l'Everest à travers 660 montées de marche. C'est ici que ça se passe à La Réunion, un challenge exceptionnel lancé par 2 gendarmes avec un objectif solidaire. Top départ dans 3 heures aux Avirons où nous serons en direct avec l'un des participants, Aurélien Terral. Nous vous présenterons dans ce journal une belle initiative pédagogique, un spectacle original qui raconte la tournée d'un facteur venu de la Lorraine et qui est reparti les bras chargés de lettres écrites par des marmailles pays, découvertes à suivre. Découvrir des vestiges qui ont subsisté à l'épreuve du temps grâce aux Journées européennes de l'archéologie. Visites guidées et animations sont proposées au public jusqu'à demain et aux 4 coins de l'île, comme sur le site historique du canal des bassins de la Vierge Noire, un ouvrage qui permettait l'acheminement de l'eau jusqu'au quartier de la Mare et du Chaudron. Une balade découverte suivie par nos journalistes Jean-Claude Toïr et Marie-Ange Frassati. Il faut marcher un peu, affronter quelques escadrilles de moustiques et des colonies de fourmis hostiles avant de le découvrir. Le canal des bassins est là, à flanc de falaise. Construit par des esclaves, il servait à acheminer l'eau en contrebas vers les usines à sucre de Georges Panon des Bassins, le fils de Madame des Bassins. L'objectif, c'était comment ramener l'eau de Lillette-Quinquina jusqu'en bas sur le littoral, d'où l'idée de construire un canal. Ils ont appelé ça le canal des bassins et donc du coup ça traverse tout l'Illette et le mur, il a pour objectif de soutenir ce canal-là et de le sécuriser pour ramener l'eau en bas en fait. La balade a pour objectif de faire découvrir ce site historique, mais aussi les espèces animales et végétales qui peuplent les lieux. Un espace de mémoire malheureusement souillé par des déchets de toutes sortes que des lycéens vont ramasser au passage, résignés et attristés par un tel spectacle. Disons que je suis un peu habituée à avoir des déchets partout, donc ça me choque plus trop, même s'il y a plein de déchets. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Ça me semble évident qu'il faut trier ces déchets et pas les jeter, mais après, visiblement, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc... Un peu déçu ? On compense, on ramasse pour ceux qui jettent. Les associations envisagent de réhabiliter cet espace de mémoire. Le long de ce mur, on voudrait faire un parcours de santé avec un affichage historique et botanique. À l'époque, il y avait les Gramounes qui disaient que c'était là où ils venaient flirter. Quand ils revenaient manger à midi, ils mangeaient tous ensemble autour du canal. Les marmailles, ils allaient pêcher. Enfin voilà, c'était le truc. Et donc notre projet, c'est de remettre ce patrimoine en état. Réhabiliter ce lieu pour ne pas oublier que des êtres humains réduits en esclavage ont versé du sang et des larmes pour enrichir leur maître. Notre patrimoine pays à l'honneur, mais aussi en ce jour l'histoire de la France. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle s'adressait aux Français sur les ondes de la BBC afin de poursuivre le combat contre l'Allemagne nazie. Une date commémorée aujourd'hui dans notre île, notamment du côté de Saint-Paul où le jeune Mohamed a eu l'immense honneur de lire le discours du général de Gaulle. Michel Bertil, Alix Catherine. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. C'est une des phrases que le général de Gaulle a dit lors de son appel le 18 juin 1940 à Londres. C'est un moment que Mohamed Iliane, 9 ans, n'oubliera pas. Le jeune conseiller municipal de Saint-Paul a été choisi pour lire devant un parterre d'officiels l'appel du général de Gaulle lancé depuis Londres grâce à Winston Churchill. Il disait de faire comme une sorte de révolte contre les Allemands nazis, de venir à Londres, dans l'Empire britannique, pour
venir avec lui pour aller faire une révolution. Comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, peu de personnes l'ont entendu parce que peu de personnes avaient la BBC. Dans l'Assemblée, Hugues Zabern, il a rejoint la section des anciens combattants de Saint-Paul en 2018 et il en est aujourd'hui le président. La transmission de la mémoire, les valeurs patriotiques sont des priorités pour l'association. Ce mot est très souvent repris intergénérationnel. Et pourtant, c'est ça, absolument. Donc notre but est en même temps de parler de ce qui s'est passé, de la valeur de la France qui existe encore aujourd'hui, à des jeunes. Et aujourd'hui, il existe la journée de mobilisation, enfin, c'est pas une mobilisation, mais des jeunes enfants. Ça a remplacé le service national. Et donc, de ce fait, ça leur permet aussi d'apprendre ce qui s'est passé pendant la guerre. Les autorités ont commémoré un peu partout dans l'île l'appel du 18 juin, acte de naissance de la résistance qui fit entrer le général de Gaulle dans l'histoire. Le 14 juin 1944, ce dernier débarqua à bord du torpilleur La Combattante sur la plage de Courseulles-sur-Mer en Normandie. Les Français découvraient alors le visage de celui qui fit libérer Paris et dont ils ne connaissaient jusque-là que la voix. Après le marché nocturne des producteurs hier, place aujourd'hui à des visites guidées d'exploitation, des événements qui s'inscrivent dans les journées nationales de l'agriculture. Et parmi les exploitations ouvertes au grand public, celle de France-Mé à la Plaine des Grègues. L'agricultrice mise sur la diversification et transforme son curcuma et ses agrumes en produits de choix. Daniel Bénard et Jacques Payette ont été à sa rencontre. France-Mé Le Breton est agricultrice depuis peu. Les aléas de la vie l'ont poussé à prendre les commandes de cette exploitation, jusque-là dirigée par son époux. Nous sommes au Rond de Forêt, à la Plaine des Grègues, dans les Hauts de Saint-Joseph. Chef d'exploitation, voilà, ouais. Oui. C'est mon métier, et passionné par le métier. Et puis, comme il dit toujours, hein, l'agriculture, si on n'aime pas, on ne peut pas être dedans. Elle fait pas un gros peu de produits, mais ça qu'elle fait, c'est un bon produit. Elle transforme tous les produits comme qu'il faut. Donc ça, c'est les doigts. Et ça, c'est la racine mère qu'on va mettre de côté pour faire le curcuma mère. L'agricultrice joue la carte de la diversification. Le curcuma occupe une grande partie de son temps. Le curcuma, c'est tout le début de mon travail. Hein. Ouais. Et même, m'a été marqué par l'Esprit Park pour le sirop, la marmelade de curcuma, le curcuma en poudre de toutes les façons. Sur son exploitation d'1 hectare se dresse un verger d'agrumes. Tangor, mandarine ou encore citron embellissent son champ. Mais paroles d'agricultrice, rien à voir avec la production de l'an dernier. Batsira y est passé par là. La cueillette espérée n'est pas au rendez-vous. Bien perdu parce que déjà la preuve, hein, il voit comment le résultat il est. Et puis moi, on aurait été mon plaisir parce que quand il voyait les pieds étaient bien chargés, il me dit écoute, il pourra faire ma petite journée porte ouverte à l'occasion, comme ça les gens ils peuvent venir cueillir. Mais pour nous, c'est la catastrophe. Hein. Les premiers arrivés seront les premiers servis. France-Mé participe à la journée nationale de l'agriculture pays. Alors, pour coller au slogan « Mangez, vivez fermier », la chef d'entreprise transforme ses produits. Les produits transformés, c'est moi qui fais les produits transformés. Et puis, m'y fait les formations parce qu'on a toujours des choses à savoir. Et puis, m'y fait les confitures, les sirops, beaucoup de sirops. Et puis, à la demande des clients aussi. Ou c'est directement producteur-consommateur? Producteur-consommateur. Pas d'intermédiaire. Les consommateurs découvrent ici qui se cache derrière le safran qui épice leur carie. Opération séduction auprès de la jeunesse réunionnaise, la Légion étrangère poursuit sa campagne de recrutement dans l'île et pour l'aider dans sa démarche, elle fait intervenir un de ses meilleurs soldats, le youtubeur Major Gérald, un militaire d'élite très suivi sur les réseaux sociaux pour son expertise en technique de combat corps à corps. Et hier soir, il a initié quelques membres de l'Académie des Camélias au self-défense. Reportage Johnny Lérivin, Alix Catherine.
D'accord, là je suis sur 1. Ok. Là-dessus, ici, technique que je vous propose, c'est la suivante. Je saisis ici. Je viens percuter là, coup de genou. Vous venez en fait transpercer l'individu. D'accord ? Du combat rapproché en situation ou terrain hostile, le major Gérald connaît toutes les techniques pour s'en sortir. Opérationnel partout, comme hier soir au Camélia, où ce militaire d'élite de la Légion étrangère sert une séance de self-défense avec un ensemble de techniques d'attaque et de défense destinées à sauver sa vie en posture difficile. C'est très percutant, incisif, et ça captive pleinement son auditoire. C'est des bonnes techniques, mais efficaces, au contraire. Alors, est-ce qu'on est facilement assimilable Tout dépend, il faut bien écouter. Si tu écoutes bien, ça rentre petit peu. C'est bien, c'est très, on va dire, ludique. Ça apprend beaucoup de choses, ouais. Franchement, c'est bien. Je vais m'en servir bientôt. C'est comment ? Franchement, top, hein. On apprend vite avec lui. C'est super. Avec le major Gérald, la Légion étrangère dispose d'un formidable ambassadeur pour promouvoir ses valeurs et aider à recruter de nouveaux volontaires, car l'instructeur des techniques commando est aussi expert en sport de combat et youtubeur. Tout ce qu'il fait ou apprend est étroitement lié à l'efficacité sur le terrain. On présente les techniques, et ensuite on fait travailler les gens, et en fonction du niveau, on augmente l'intensité progressivement. Mais l'intérêt, en fait, c'est que les gens, ils apprennent quelque chose techniquement. Parce que fatiguer quelqu'un, l'épuiser, en fait, c'est très facile. Il suffit de quelques minutes et de quelques exercices et l'affaire est réglée. Par contre, leur donner des notions techniques, c'est beaucoup plus avantageux, c'est beaucoup plus rentable. Même s'il essaye de mettre un coup de genou testiculaire... C'est l'emblème du courage, c'est l'emblème de la rigueur. Ça nous emmène dans le quartier, c'est cet état d'esprit-là. Donc, nous attendons que les propose son état d'esprit, son manière à voir la ville, son manière à voir le combat et son état d'esprit de guerrier qu'en fait. Et dans la fesse, non, c'est pas efficace. Ici. Action, réaction et précision. Le major Gérald insiste sur les moindres détails. Ces techniques d'un soir, il faut les connaître, les maîtriser et les répéter pour les mettre efficacement en pratique. On poursuit avec un défi sportif qui donne le tournis, gravir les 8848 mètres de l'Everest à travers 660 montées de marche. Ça se passe ici à La Réunion, au complexe sportif des Avirons. Un challenge exceptionnel que s'est lancé 2 gendarmes de l'étang Salé avec un objectif également solidaire. Et on en parle ce soir avec l'un des participants. Aurélien Terral est avec nous en direct des Avirons. Bonsoir. Le top départ de ce défi se fera dans moins de 3 heures. Expliquez-nous ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure. C'est une aventure humaine parce que nous aimons aider les gens et donc avec mon partenaire Romain, on a décidé de lancer sportif pour récolter des fonds pour l'association Petit Cœur de Beurre qui agit pour les gens qui sont nés avec une cardiopathie congénitale. Ça a été le cas de ma fille. Cette association m'a soutenu en 2016 lors de l'opération et il me paraît essentiel de renvoyer l'ascenseur en organisant un défi sportif et en récoltant des fonds. Un défi donc solidaire, une cagnotte a été lancée sur les réseaux sociaux. À quoi va servir les dons qui seront récoltés après ce défi ? Donc les dons, l'association achètera certainement du matériel pour les différents services de cardiopédiatrie de Lille et de l'hôpital de Nantes où a été opérée ma fille en 2016. C'est aussi un défi sportif, je le disais, je rappelle ces chiffres, 660 montées de marche, c'est l'équivalent de l'Everest et de ces 8848 mètres. Vous vous êtes donc fixé un chrono ce soir ? Chrono, on a fait une feuille de route entre au mieux 12h, 14h au mieux, ça fera une arrivée demain midi. Au pire, à 16h, une arrivée vers 14h demain. Ça fait à peu près entre 45 et 50 allers-retours par heure. Un sacré défi. Alors comment on se prépare justement à une telle aventure où la forme physique est importante, mais le moral aussi tout autant ? Oui, on est 2 trailers on va dire aguerris avec plusieurs courses, notamment des grands raids à notre actif. Et on a travaillé ensemble sur un entraînement pour bien imprimer le bon rythme et se suivre à la même vitesse pendant ces 14 heures de défi. Merci beaucoup Aurélien Terral d'avoir pris le temps de répondre à nos questions quelques heures avant ce grand défi. Et si vous souhaitez retrouver toutes les infos sur ce challenge solidaire, rendez-vous donc sur la page Facebook Challenge Everest 974 et encore bon courage pour ce sacré défi.
On passe à présent à l'actualité politique et le second tour des législatives. Les Français sont appelés aux urnes pour élire les nouveaux députés de l'Assemblée nationale. Les bureaux de vote seront ouverts dès demain 8h ici à La Réunion. Et on a déjà voté dans certains territoires d'outre-mer. Décalage horaire oblige. Saint-Pierre-et-Miquelon a ouvert le bal, suivi de la Guyane et des Antilles. Un vote toujours en cours en ce moment même. Et vivez demain la soirée électorale sur Réunion la Première. Les premiers résultats, les réactions en plateau et dans les permanences des candidats, c'est sur notre chaîne, en télé, à la radio et sur Internet que ça se passe. On vous donne rendez-vous à partir de 18h. Une soirée présentée par Jean-Marc Collienne et Gaël Le Dantec. Autre rendez-vous sur notre antenne demain, la messe retransmise pour l'émission Le Jour du Seigneur se fera en direct de l'église Notre-Dame de la Trinité à Saint-Denis. Une messe qui sera officiée par Monseigneur Gilbert Aubry, évêque de La Réunion. Les dernières répétitions ont eu lieu cet après-midi, comme vous le voyez sur ces images signées Alix Catherine. Diffusion donc de la messe demain dès 13h10 sur Réunion la Première. C'est un rendez-vous annuel incontournable dédié à l'innovation technologique et aux startups. Le salon Vivatech se tient actuellement à Paris. 1700 startups venues des 4 coins du monde et bien sûr des Outre-mer sont présentes pour attirer clients et investisseurs. Et parmi elles, 2 jeunes pousses réunionnaises qui ont des ambitions internationales. Rencontre signée Jean-Michel Mazerolle et Emmanuel Gir. Jusqu'à 30% d'économie d'énergie dans les piscines municipales et dans les bassins des parcs aquatiques grâce à des capteurs et un logiciel ultra performant. C'est tout l'intérêt de cette start-up réunionnaise qui, grâce à la technologie numérique, permet d'optimiser le chauffage de l'eau, la ventilation, la déshumidification du bâtiment et les débits d'infiltration d'eau. Résultat, moins de dépenses pour les municipalités et une lutte contre le gaspillage énergétique. On a pu toucher des gens d'EDF, on a pu toucher des gens du ministère de la transition écologique qui nous ont parlé de certains appels à projets qui vont sortir, qui peuvent être très intéressants pour nous. Également des gens qui vont nous mettre en contact avec différentes collectivités parce que ça fait vraiment partie de nos clients. On n'avait pas levé le petit doigt, on venait d'arriver au salon et ces gens sont déjà venus à nous. C'est la première fois que l'équipe de cette start-up, créée à la Possession, participe à ce salon spécialisé et dédié aux micro-entreprises en devenir et aux nouvelles technologies. Le plus grand événement du genre en Europe, un passage obligé pour ces jeunes pousses entrepreneuriales afin d'être visible vis-à-vis de nos clients, de nos prospects, mais également effectivement être visible des financeurs pour les prochaines phases de développement de l'entreprise qui vont probablement nécessiter, au-delà des fonds qu'on a déjà récoltés pour arriver où on est, mais également d'avoir des fonds nouveaux plus tard pour développer la société et aller encore plus loin. Visibilité également des incubateurs, ceux qui ont cru et soutenu le projet dès le départ, ainsi que les partenaires financiers locaux. On veut que ça crée de l'emploi en local, que ces entreprises restent sur leur territoire, mais en même temps qu'elles développent à l'international leurs solutions, dans un développement commercial qui irait d'abord sur le territoire français, métropolitain, puis européen, puis à l'international. Preuve en est, cette autre start-up née à Saint-Denis de la Réunion, spécialisée dans les vélos cargo de nouvelle génération. Grâce à sa venue au dernier salon en 2019, elle a été sélectionnée par un gros partenaire financier et effectué ainsi une levée de fonds de plus d'1 million d'euros. On a eu la chance d'être sélectionné parmi les 7 startups mises en avant par KPMG. Ça nous a permis d'être présents, de rencontrer de nouveaux investisseurs d'ailleurs qui aujourd'hui sont rentrés au board et de pouvoir closer notre levée de fonds avec un partenaire, Apicap, ce qui nous permet aujourd'hui un déploiement au national et d'avoir pu partir ensuite également au CES de Las Vegas où Hello a été mis en avant parmi les 10 innovations marquantes. Fort de ce succès, ce Réunionnais d'adoption a déjà produit plus de 50 de ces machines à La Réunion et à Mayotte et plus de 200 en Hexagone. Il compte attaquer très vite les marchés antillais et guyanais, puis l'Allemagne et les pays nordiques. Comme quoi le passage par ce salon parisien est devenu indispensable aux startups qui souhaitent voir leur activité décoller. L'Hexagone écrasé par la chaleur avec une canicule intense d'une précocité inédite. Le thermomètre s'affole à 42 degrés cet après-midi dans le sud de l'Aquitaine, 41 degrés en Gironde qui fait partie des 11 départements placés en vigilance rouge canicule. 59 autres sont en vigilance orange. Et hier soir déjà, des records mensuels de température ont été battus et tous attendaient que la nuit apporte un peu de répit. Reportage Dorothée Oliéric. À l'ombre de la Tour Eiffel, ils viennent souffler un peu pour échapper à cette chape de plomb, une canicule précoce et étouffante.
On a attendu que le soleil passe derrière les arbres. Une fois qu'on est à l'ombre, la situation est impeccable. On ne va pas sortir en journée, hein. C'est trop dangereux. Plus la soirée avance, plus ils sont nombreux à fuir leur domicile. Ces records de chaleur inquiètent certains. On sent que c'est bizarre, que c'est pas normalement les températures de saison. Et faut pas oublier que c'est pas normal. Ouais, faut pas oublier que c'est quand même une alerte, quoi. La fraîcheur, les Parisiens la trouvent sur les quais en bord de Seine. Il flotte un air estival et tous ont opté pour un pique-nique. Moi, j'ai passé la journée chez moi à télétravailler avec un ventilateur qui tournait au-dessus, donc ça va encore. Il fait chaud, c'est sûr, mais l'effet d'être ici, je pense que ça fait du bien. Ouais. À Montpellier, le thermomètre s'est emballé, dépassant les 40 degrés. Le soir venu, les familles partent à la recherche de points d'eau pour les enfants. Les fontaines, un moment salutaire. Je sens beaucoup la différence. Vu qu'avant, j'avais très chaud, mais quand je vais sous l'eau, je commence à avoir un petit peu froid. Pas facile pour les personnes âgées. Cette femme a attendu le coucher du soleil pour prendre l'air le long des berges. Moi, je suis quelqu'un qui aime plutôt la chaleur. Ça me fait pas peur. Mais là, rien que pour aller aux courses, c'est difficile. Très difficile, quoi. La nuit sera courte, le sommeil fuyant, en attendant une journée plus chaude encore sur une partie de la France. Une chaleur extrême qui sévit également aux États-Unis, au point que dans l'État du Kansas, environ 2000 bovins ont succombé, 2000 têtes de bétail au sol, 2000 cadavres. Les bêtes n'ont pas supporté l'arrivée soudaine de la chaleur combinée à une vague d'humidité. Un spectacle de désolation, le reportage de Loïc Delamornay. Ces images ont fait le tour des médias et réseaux sociaux. Un véritable choc au Kansas. Des milliers de bovins, raides morts, dont les carcasses ont été alignées par leurs éleveurs désemparés. Leur nombre est encore en cours d'évaluation. Face à ces morts subites, les services de l'agriculture du Kansas expliquent qu'ils ne voient pas d'autre cause possible que l'extrême chaleur. Cet éleveur, dans une autre partie du Kansas, lui, n'a pas perdu de bétail ces derniers jours, mais juge cette explication plausible. Je n'ai jamais vu un truc pareil. On peut perdre quelques têtes, mais jamais à cette échelle. Des collègues m'ont dit qu'il y avait eu une montée très brusque de la chaleur et qu'il faisait plus de 40 degrés en pleine nuit. Un phénomène qui est resté localisé dans certaines zones. Les animaux n'auraient pas pu se rafraîchir la nuit, leur température interne montant dangereusement. Les vétérinaires expliquent que plusieurs facteurs se sont combinés. On a eu un cocktail explosif. Il avait beaucoup plu les jours précédents. Ça a créé une énorme humidité dans un environnement qui est d'habitude plutôt sec. Et ça a été suivi par des températures extrêmes, toutes choses auxquelles le bétail n'est pas habitué. À cela s'est ajouté un vent quasi nul et le fait qu'en juin, certains animaux ont encore en partie leur pelage d'hiver. C'est ce qui explique cette hécatombe. De nombreux éleveurs redoutent que ce type d'événement, même s'il reste rare, se reproduise la semaine prochaine. Une nouvelle vague de chaleur est annoncée sur une bonne partie des États-Unis où le thermomètre dépassera allègrement les 40 degrés. On prend un petit peu d'air frais. Intéressons-nous à présent à un sport extrême de haute volée avec l'un des maîtres incontestés de la discipline. Gary Hunt est un plongeur de haut vol. Ce Britannique naturalisé français s'élancera ce week-end depuis une plateforme de 27 mètres de haut devant la Tour Eiffel. Mais alors, comment est née cette passion? Quelles sensations ressent-il en plein vol? Réponse dans ce portrait signé Jean-Sébastien Fernandez. Un drôle d'oiseau dans le ciel de Paris. Là-haut, on pense à plein de choses. Juste avant le saut, il y a plutôt des doutes, les risques qui passent par la tête. Et le travail, c'est de bloquer tout ça, de rester concentré, de respirer. Gary Hunt, c'est Gary Hunt. C'est juste la légende de ce sport. Gary, on ne le met jamais de côté, il est toujours là, année après année. C'est une de mes idoles. Gary Hunt, 38 ans, est la référence du plongeon de haut vol. Un Anglais fier d'être naturalisé français depuis 2 ans. J'ai une photo dans ma chambre d'un mec qui plonge devant le Tour Eiffel il y a 100 ans. Et maintenant, c'est à moi de continuer. Paris et sa magie. Pour la première fois, étape de cette discipline extrême.
avec ce plongeoir installé en bord de Seine. Là-haut, 2 plateformes, à 27 mètres pour les hommes, l'équivalent d'un immeuble de 9 étages, à 21 mètres pour les femmes. À cette hauteur, plonger est un art, une performance athlétique risquée. Alors, pour défier la terre d'en haut en simple maillot, il faut entrer dans une bulle, chasser l'anxiété. Les doutes, ça peut être la fin de la carrière d'un plongeur. Une fois que les doutes s'installent et on n'a plus confiance en nous, on ne monte plus. Se jeter à l'eau, si haut, n'est jamais anodin. C'est à 9 ans que Gary Hunt fait le grand saut, en privilégiant les plongeons aux 3 mètres au cours de natation, une révélation. Aujourd'hui, il est le maître, avec 9 titres mondiaux. En 3 secondes, il est le seul à enchaîner 4 vrilles et 3 saltos jusqu'à l'impact à 85 km/h. Il faut vraiment faire gaffe. Il y a juste une petite degré d'un côté et tu vas te faire mal. Le pire, c'était en 2010 où j'ai pris l'eau en haut du vague et j'arrivais plus à respirer. Mais pour Gary Hunt, qu'importe le risque, pourvu qu'il y ait l'ivresse. Et surtout la maîtrise d'un travail de professionnel de l'extrême, pour que cette discipline reste un mélange de plaisir et d'adrénaline. Elle entame son grand plongeon dans les festivals. Christine Salem était hier soir sur la scène du festival Femart au Kosovo. Quelques jours plus tôt, elle a entamé sa tournée d'été à Angoulême, à Musique Métis, et le public attendait avec impatience de voir la reine du Maloya sur scène. Reportage Nathalie Sarfati, Massimo Bulgarini. C'est à Angoulême que Christine Salem a pris ses premiers quartiers d'été. C'est la 3e fois que la chanteuse réunionnaise participe au festival Musique Métis. Entourée de ses 4 musiciens, elle va présenter son dernier album Merci, sorti en 2021. J'aime bien le côté festival, c'est qu'on fait plein de rencontres aussi avec, que ce soit des gens, dans le public, des musiciens. J'aime bien ce côté festif. Le public a vibré au son de l'harmonica et du kayambe, instrument emblématique de la Réunion. Christine Salem est aujourd'hui la voix féminine du Maloya, une musique qu'elle défend depuis plus de 25 ans. Je l'ai toujours défendu parce que souvent on le met dans la case music world et moi je dis souvent que c'est une musique à part entière, c'est comme du blues, c'est comme les autres musiques, c'est chouette parce qu'il y a de plus en plus de groupes maloyens à La Réunion, voilà ça revient. À l'écoute du monde qui l'entoure, l'artiste se sent libre de faire évoluer sa musique. Dans ce dernier album, l'icône du Maloya Blues a choisi le violon comme fil conducteur. Elle ne s'interdit rien. Le prochain album, je vais entendre d'autres instruments, je sais pas. Je me laisse emporter par l'aventure. J'aime bien ce côté-là, ne pas rester figé sur un seul style. Voilà, j'aime bien explorer la musique. Libre, Christine Salem l'est aussi pour dénoncer dans Tienne Beau les violences conjugales. La Réunionnaise est une femme engagée, une interprète authentique, guidée par les ancêtres. Cette initiative pédagogique à présent, quand le théâtre incite à la lecture et à l'écriture. Un spectacle original raconte la tournée d'un facteur venu de Lorraine pour lire des contes dans les écoles, les médiathèques, mais aussi des bibliothèques de La Réunion, et qui est reparti avec des centaines de lettres écrites par des marmailles pays, découvertes avec Marianne Frassati.
André, tu as déjà écrit une lettre dans ta vie? Non. Oui. À qui? À ma maman. Non. T'as jamais écrit de lettre? Non. Oui. À ma cousine. Oui. À qui? Mon amoureux. Oui. À mes parents. Moi, à mon petit frère. Pour donner aux plus jeunes l'envie d'écrire des lettres, il faut déjà leur procurer le plaisir d'en recevoir une. Qui attend du courrier? C'est ce que ce facteur a fait. Il a d'abord lu un conte, les lettres de l'écureuil à la fourmi. Fourmi, bien cher, fourmi, l'écureuil. L'histoire d'un écureuil et de ses amis, comme la fourmi qui adore le miel et qui écrit de toutes petites lettres. S'il pouvait la glisser sous son oreiller. Ce spectacle, écrit par Laurent Bartel et interprété avec son fils, poursuit un double objectif. C'est d'une part donner envie de lire un livre, ce qui fait que dans tout le spectacle, on voit l'objet livre. Et l'autre chose, c'est écrire des lettres, prendre une feuille, des feutres, un stylo, un crayon, et puis écrire à quelqu'un. Des milliers de lettres ont été écrites à l'issue du spectacle. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. L'idée de ce dispositif épistolaire, c'est un enfant de grande section au Luxembourg qui a dit « Ah bon, il n'y a pas de lettres pour nous ? Si c'est comme ça, je vais m'asseoir à ma table et je vais écrire une lettre. » Et je joue surtout les éléphants avec ma clarinette. Parfois, il y a des enfants qui disent des choses vraiment très drôles. Souvent, en me voyant arriver, débarquer en vélo, on me dit « Ah, c'est le facteur Mafat ». Et c'est vrai que j'ai été à La Réunion il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Et quand j'ai créé le spectacle, il y avait deux personnages que j'avais bien en tête pour créer ce spectacle. C'est d'une part Jacques Tati, dans son film Jour de fête, et aussi ce facteur de Mafat, Monsieur Posé, je crois. Le spectacle s'achève par une distribution de courriers. Les enfants reçoivent les lettres, écrites par de précédents petits spectateurs. Après 22 dates à La Réunion, le facteur achève sa tournée. Il repart avec des centaines de lettres de nos marmailles pays. Il les distribuera jusqu'en Belgique et au Luxembourg. J'ai 8 ans et demi. Allons cause à une tradition pays Aster, avec Francia, depuis qu'elle est marmaille, elle y fait de rosaces. Même aujourd'hui, à 82 ans, elle y continue. Pour elle, c'est un vrai passion, une passion transmise de génération en génération dans son famille. Allons garder son bonne création dans le reportage Amina Lasson. De moins de 50 ans que je fais ça, mes rosaces, avec maman. C'est elle qu'elle faisait et moi aussi je faisais. Voilà. Et puis au fur et à mesure, c'est parti comme ça. Maman, elle n'était pas couturière diplômée, mais elle faisait son linge elle-même, elle faisait notre linge. Il faisait nos petites culottes. Et maman, il me mettait un petit fil de couleur au bord des jambes. Toutes les jambes comme ça. De toute façon, il y a un petit dessin avec. On faisait avec elle mes petites rosaces. Ça. Mais les premiers débuts, il a un peu mal tourné. Mais enfin, maman est repassée dessus un petit peu comme ça. Mais j'ai toujours aimé faire ça. Mais d'après moi, mon grand-père, sa grand-mère, d'après moi, il faisait, sa femme faisait un petit peu aussi. Les rosaces, ça fait n'importe quel tissu, ça? N'importe quel tissu. Il ne faut pas l'épais. Si c'est trop épais, tu ne peux pas plier. Ça ne tient pas. Et n'importe quelle couleur, telle grande. C'est suivant la grandeur des rosaces que tu veux faire. Parce que là, ça c'est petit. Petit. Et des fois aussi, les rosaces, tu peux faire un petit peu plus gros. Tu veux faire. Parce que là-bas, j'ai un que je me couvre avec, je fais une couverture. Je chauffe très bien. Parce que dessous, j'ai doublé. Mais avec n'importe quel tissu, n'importe quelle couleur, j'ai doublé dessous. Quand je vais au marché, je vais à Saint-Paul, j'achète les chutes. Parce qu'il reste des fois un demi-mètre, un quart de mètre ou un mètre. Personne n'achète pas ça. Mais c'est ça que j'achète. J'achète plusieurs qualités, puis je varie mes trucs à ma façon à moi. Et c'est une passion. Et vraiment, j'aime bien faire ça. Et quand on commence, on n'arrête plus? Il n'arrête plus. Il ne va plus lui manger ou lui mettre au feu. Ou bien si on marmite, il le fait, et la marmite, il brûle, le carré, tout il brûle. Ah non, c'est vraiment... Mais c'est un bonheur de voir tous ces trucs comme ça, que j'ai fait comme ça. Quand tu regardes comme ça, tu me dis, comment tu attends, on a fait ça?
Ça, les petits, oui, ça. Et les fiers de oui. Ben, là, oui. C'est pour genre de changer les idées, on pense plus à autre chose, là. On est là-dessus, on reste là-dessus, comme ça. Et puis la mémoire travaille. Tu es là-dessus, tu vas à autre chose, tu regardes ça. Et si tu es... Je peux pas être tout le temps devant la télé non plus. Alors, ben, il fait que je fais un peu de rosace, je fais mon linge moi-même. Ça, ce rideau, c'est moi qui l'ai fait. Ah bon, Personne ne veut pas savoir. Combien de temps la prend à vous? Je sais pas. Là, je sais pas. Je te dis franchement, je sais pas. Mais c'est moi qui ai fait mon rideau. J'essaye de passer mon temps comme ça. J'aime bien travailler. Et j'aime distribuer aussi. Je fais, je donne. On dirait pour moi, ça m'aide. Ça m'aide à vivre. C'est sur ce beau témoignage rempli d'émotions et de sincérité que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez votre bulletin météo présenté par Mickaël Lorette. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour une édition largement consacrée au second tour des législatives. Très belle soirée à vous sur Réunion la Première et à demain. L'information continue sur notre site internet lapremière.re.